Bonjour à tous et bienvenue. Je suis aujourd'hui avec le colonel Douglas McGregor, vétéran décoré, auteur prolifique et ancien conseiller du secrétaire à la Défense des États-Unis. C'est un plaisir de vous retrouver. Ravi d'être avec vous, Glenn. Vous avez récemment publié un article sur la crise vers laquelle se dirigent les États-Unis. Je l'ai ici. Je cite: Washington fonce vers une crise de la dette souveraine, l'escalade de guerres étrangères et des troubles potentiels sur le plan intérieur, sans voie claire pour l'avenir. Bien que le président Trump n'ait pas créé ces défis à lui seul, il porte désormais la responsabilité d'y répondre. Fin de citation. Que peut-on réellement faire à ce stade? Et pensez-vous que Trump cherche réellement à emprunter une telle voie? Eh bien, on dirait que vous demandez à Louis XVI en 1788 ce qu'il est possible de faire. Nous venons de mener cette guerre au nom des jeunes États-Unis d'Amérique, ce qui a coûté très cher au Trésor, qui était déjà pratiquement en faillite. Maintenant, la France est vraiment en faillite. Et toutes les tentatives de la seule voie raisonnable, Necker, pour parvenir à un arrangement avec un budget sensé, ont échoué. Et il y a une population mécontente qui vit dans ce qui est sans doute le pays le plus riche du monde à l'époque, la France, avec le niveau de vie le plus élevé, et pourtant, ils sont misérables. Voilà donc la question à ce stade. Nous sommes ruinés. Vous savez, l'armée est surmenée, épuisée, et nous n'avons pas d'autre réponse que de redoubler d'efforts et de continuer à faire ce que nous faisions déjà. C'est vraiment pour cela que j'ai écrit cet article. Il s'intitule « Le Versailles sur le Potomac ». Et c'est, vous savez, il y a toujours un problème lorsqu'on cherche des parallèles historiques, Glenn, car rien n'est jamais parfait. Mais la situation commence à prendre une tournure qui rappelle trop ce qui s'est passé par le passé. Bien sûr, le problème auquel nous sommes confrontés, en plus de tout cela, c'est que nous sommes désormais une population balkanisée, bâtarde, bolchevisée. Nous ne sommes plus face à une population homogène. Lorsque nous sommes entrés dans la Grande Dépression, nous avions de nombreux problèmes, mais la population était en grande partie homogène. Nous avons pu nous rassembler. Nous avons pu nous unir pendant la Seconde Guerre mondiale. Cette homogénéité a persisté jusque dans les années 60, puis a commencé à décliner, et aujourd'hui, elle a presque complètement disparu. Nous n'avons donc aucune idée du nombre de millions et de millions de personnes présentes dans ce pays, venues de l'étranger, d'autres endroits, principalement de ce que nous appelions autrefois le tiers-monde. Et toute personne qui soulève ce sujet et dit que c'est dangereux et problématique se fait traiter de raciste, de sectaire. Mais en réalité, c'est un problème très sérieux. Je ne sais pas où cela va nous mener, mais si l'on regarde l'ensemble des questions actuelles, il faut conclure, au vu des performances du président Trump et du Congrès, qu'il ressemble beaucoup à la monarchie royale de 1789. Il semble ignorer les dangers. Il semble penser qu'ils peuvent tout dissimuler, qu'ils peuvent lancer de nouvelles choses et convaincre les gens que tout va bien, alors que ce n'est pas le cas. Et qu'au final, nous pouvons continuer à nous entêter et à gérer la dette. Vous savez, nous venons d'avoir une nouvelle émission du Trésor qui n'a abouti à rien. Personne n'achète notre dette. Personne ne veut investir son argent dans les bons du Trésor. Et donc nous avons actuellement un certain nombre de stratagèmes élaborés à l'étude pour essayer, en quelque sorte, de piéger les gens afin qu'ils investissent aux États-Unis. Cela ne fonctionne pas très bien. Et puis il y a la guerre des tarifs. Et je continue de demander, en quoi cette guerre des tarifs que nous avons déclenchée dans le monde va-t-elle rapatrier ou ramener une base manufacturière aux États-Unis? Est-ce que cela nous aide de manière substantielle? Et franchement, le seul marché qui nous préoccupe le plus, avec lequel nous avons le plus de difficultés, parce que c'est là que se trouve notre plus grand déficit commercial,
c'est la Chine. Et nous n'y faisons aucun progrès, et il est peu probable que cela change. Ensuite, nous regardons l'accord commercial récent entre l'UE et les États-Unis, et il ressemble à un accord entre une puissance impériale et ses colonies. Bien sûr, il y a là une considération cachée dont nous devons parler, à savoir que je pense, sous la table, nous avons promis de rester engagés en Ukraine et de continuer à maintenir cette posture hostile. Et c'est très important pour les personnes qui vous gouvernent en Norvège et pour celles qui gouvernent partout en Europe, car l'hostilité envers la Russie est la marque de fabrique du globalisme. Si vous admettez que la Russie n'a aucun intérêt à envahir l'Europe, si vous admettez que la Russie ne représente aucune menace imminente pour l'Europe, alors soudainement, quelle est la justification de votre position au gouvernement? Vous êtes le globaliste qui ne cesse de répéter à tout le monde que la guerre est imminente. C'est donc un énorme gâchis. Trump ne l'a peut-être pas créé, mais maintenant, il en est entièrement responsable, de A à Z. Et je ne vois aucune preuve d'une nouvelle réflexion, d'une voie divergente ou d'une volonté de parvenir à un quelconque accord diplomatique avec qui que ce soit sur quoi que ce soit. Cela inclut le Moyen-Orient avec l'Iran. C'est pas si différent en Europe. Il y a aussi une énorme crise de la dette souveraine ici. Mais les politiciens disent, eh bien, la bourse se porte bien. Il y a un déclin socio-économique. Pourtant, les politiciens essaient de rassurer tout le monde en affirmant que nous n'avons jamais été aussi diversifiés et justes. Et bien sûr, il y a des guerres sans fin. Maintenant, on passe de la cible de petits États à la confrontation avec la Russie, l'Iran et potentiellement la Chine. On nous dit que ça protège la liberté. Il y a donc cette crise de légitimité, comme on le voit avec Macron, Starmer, Merz, partout en Europe, où la légitimité décline rapidement et ils ne savent pas vraiment comment y répondre. Donc je suppose qu'ils ne finiront peut-être pas décapités comme lors de la Révolution française, mais ce n'est certainement pas tenable. Je voulais vous interroger sur ce à quoi vous faisiez référence. Vous avez évoqué un compromis, que cela, eh bien, je pense qu'il est raisonnable d'appeler cela une capitulation pour l'Umeomé, comparé à une relation entre un empire et ses colonies, ce qui semble également très raisonnable, puisque l'Europe n'a rien obtenu de ce qu'elle voulait et Trump a tout eu. Considérez-vous cela comme un compromis permettant d'acheter la présence de Trump en Europe? Mais si c'est le cas, est-ce un peu comme l'accord sur les ressources de l'Ukraine? Une fois l'accord conclu, l'Europe n'est plus nécessaire. Ou comment l'interprétez-vous? Eh bien, vous vous souvenez, lorsque le président Trump est venu en visite et qu'il était aux Pays-Bas, et cet homme, Utah, l'a qualifié de « papa », ce qui, à mon avis, aurait dû être offensant pour tout Néerlandais un tant soit peu décent. Mais apparemment, cela semble s'être répandu. Ainsi, von der Leyen semble également le considérer comme « papa ». Et ils ont tous dit « Eh bien, papa, nous allons jouer dans ton bac à sable et faire ce que tu nous dis de faire. Mais tu dois faire quelque chose pour nous. Et tu dois rester engagé dans cette guerre perpétuelle contre la Russie, car c'est vital pour notre survie. Vous savez, la cause mondialiste est en danger. Si nous admettons que tout cela est une fraude, que la Russie n'a aucun intérêt à envahir qui que ce soit, que nous nous sommes inutilement engagés dans une désindustrialisation qui nous rend désormais dépendants de l'importation de gaz naturel liquéfié, très coûteux des États-Unis, au lieu d'acheter du gaz moins cher à la Russie, eh bien, alors nous serons évincés du pouvoir. Je pense qu'ils finiront de toute façon par être évincés. La question est de savoir quand et dans quelles circonstances. Et encore une fois, il y a aussi cette immense population venue d'Inde, du Pakistan, du Moyen-Orient, d'Afrique. Ces personnes ne sont pas venues en Europe pour devenir européens, et il est absurde de le suggérer. Ils construisent leurs mosquées et leurs temples.
Ils s'attendent à prendre le contrôle et à diriger l'Europe dès qu'ils seront assez nombreux. Et la reproduction semble être leur objectif principal. Alors, que va faire l'Europe? L'Europe va-t-elle se défendre? Parce qu'en ce moment, elle fait semblant d'être dépendante de nous. Si les Européens pensent que l'armée américaine va intervenir et les sauver de leur véritable ennemi, qui se trouve à l'intérieur même de leur propre pays, ils se trompent lourdement. Cela n'arrivera pas. C'est donc une situation tragique. C'est d'autant plus intéressant que, il y a 5 ans, le président Trump m'a clairement fait comprendre qu'il pensait que les Européens devaient être leurs propres premiers intervenants. Il était convaincu que la meilleure chose pour l'Europe était d'être aussi indépendante que possible en matière de capacité militaire. Il voyait cela comme un moyen d'éviter un conflit entre nous et la Russie. Mais il pensait aussi que ce serait très sain pour l'Europe de se tenir sur ses propres jambes. Et j'étais entièrement d'accord avec lui. C'est particulièrement vrai en Allemagne, car il est très clair que tant que nous ne quitterons pas ce pays, il ne fera jamais grand-chose par lui-même. Il ne va pas se défendre. Il n'agira même pas pour protéger sa propre population face à ce qui se passe à l'intérieur du pays. Donc nous devons partir. Eh bien, nous venons de signer cet accord, et une partie de l'accord stipule que nous ne partons pas. Nous continuons à faire tourner 100 000 hommes vers et depuis l'Europe de l'Est, le long de la frontière. Nous maintenons toujours toutes ces installations, et comme vous le savez récemment, le nouveau commandant, le général Donahoe, qui a été l'architecte du retrait désastreux d'Afghanistan, a naturellement été récompensé, promu. Et maintenant, il parle d'attaquer Königsberg, la Prusse orientale, qui s'appelle aujourd'hui Kaliningrad. Et la Prusse orientale est entre les mains des Russes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je pense qu'il serait très grave, à ce stade, de provoquer les Russes à propos de cet endroit. Mais il en parle, disant que, vous savez, nous pourrions l'envahir et la contrôler en 24, 48, 72 heures. Les Russes ne pourraient rien faire. Et en même temps, nous avons le président Trump qui dit « Eh bien, j'ai encore changé d'avis. Fini la guerre de 50 jours, la date butoir. Maintenant, c'est passé à 10 ou 12. Cela ne fait aucune différence parce que nous savons ce qui va se passer. Et vous savez, c'est très triste, mais ils vont devoir payer un prix terrible. Et cela va arriver. Et vous savez, il y a ces implications dans diverses conversations. À Washington, on entend dire, et je pense que ça se dit aussi autour du président Trump, que nous pourrions en fait engager nous-mêmes les Russes avec des armes de frappe à longue portée. En d'autres termes, on pourrait voir des Tomahawks dans les airs en direction de Moscou, de Leningrad ou d'ailleurs. Et puis, au milieu de tout cela, ce qui a encore moins de sens, nous voyons de nouvelles armes nucléaires arriver en Grande-Bretagne. Ces armes sont conçues pour être lancées par des F-15 ou des F-35. Nous les appelons des armes nucléaires tactiques, parfaitement adaptées pour attaquer des cibles au-delà du littoral baltique dans le nord de la Russie, ou potentiellement via l'Ukraine. Et nous avons annoncé cela, et nous en parlons. On a l'impression qu'il y a actuellement un accord universel à Washington selon lequel la façon de traiter avec la Russie est de continuer à intimider et à menacer. Maintenant, vous pourriez penser, ceci combien d'années cette guerre dure-t-elle déjà? Cela se poursuit depuis février 2022. À quoi ont servi toutes ces intimidations et menaces? À rien. C'est une catastrophe. Cela a tout empiré. Alors pourquoi continuons-nous dans cette voie? Eh bien, la question suivante est, qui gouverne réellement les États-Unis? C'est ce que les gens semblent ignorer. Vous parlez du 1%. Le 1% qui possède des milliards et contrôle des milliers de milliards. Et ce 1% nous pousse à la guerre au Moyen-Orient. Il nous pousse à la guerre contre la Russie.
Et ce 1% est composé, dans certains cas, d'idéologues. Ces idéologues remontent aux années 60. Susan Sontag en était un bon exemple, elle qui disait que la race blanche en Amérique est un cancer qu'il faut éliminer. Ensuite, il y a George Soros, qui affirme que le monde, et surtout l'Europe, ira mieux lorsqu'il sera submergé d'Africains et d'Arabes. Et c'est la même chose aux États-Unis. Vous savez, la dernière administration était déterminée à nous inonder de millions de personnes venant d'Amérique latine, des Caraïbes, d'Afrique, du Moyen-Orient, d'Inde. Et cela continue. Et Trump semble tout simplement avoir ignoré cela. Il a même évoqué en privé une forme d'amnistie limitée pour certains des clandestins. Eh bien, toutes ces choses sont l'antithèse de ce pourquoi les gens sont allés voter pour lui. Il a été élu essentiellement sur une plateforme de paix. Se désengager de l'Ukraine, arrêter la guerre, insister sur la stabilité au Moyen-Orient. Les gens croyaient vraiment qu'il ferait cela et espéraient qu'il mettrait fin à la tuerie de masse à Gaza et en Cisjordanie. Tout cela a disparu. Non seulement il applique désormais les politiques de Biden, mais il les a prolongées. Il a redoublé d'efforts et il les a aggravées. Et rien de tout cela ne nous aide. En d'autres termes, nous ne rapatrions pas la base manufacturière aux États-Unis en faisant ces choses. Ces tarifs douaniers ne vont pas permettre cela. Ces tarifs qui sont normalement conçus, comme vous le savez, en termes économiques, pour la défense. On essaie de protéger une industrie naissante que l'on veut voir croître et prospérer, etc. C'est ce que nous avons fait à la fin du 19e siècle, et cela avait beaucoup de sens. Ces mesures sont conçues pour attaquer et intimider. Et apparemment, en ce qui concerne les Européens, ils ont hissé le drapeau blanc assez tôt. Et la seule façon pour moi de comprendre cela, c'est « D'accord, on va jouer le jeu avec vous, mais vous devez continuer cette guerre en Ukraine pour nous. » Je pense qu'il a accepté cela. Mais la Chine, nos efforts avec la Chine ont été un échec retentissant. Et le problème, c'est que nous ne semblons pas avoir compris que les sanctions n'ont pas fonctionné. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Je ne vois pas les droits de douane comme une source de revenus formidable pour les États-Unis. Quels que soient les profits exceptionnels que l'industrie du gaz et du pétrole va tirer de cet accord avec l'Europe, ils sont minimes. Ces mesures ne sont pas des bouleversements. Elles n'auront aucun impact sur notre dette souveraine nationale de 37 000 milliards de dollars. Elles ne vont pas non plus combler le déficit de plus de 2 000 milliards de dollars dans nos budgets. Et cela rejoint ce que vous disiez à propos de l'Europe. À ma connaissance, cela ne les affecte en rien de manière positive. Donc, j'attends qu'il se passe quelque chose qui va nous exploser à la figure. Et je suppose que la question est de savoir où cela va se produire en premier. Est-ce que cela se produira au sein de nos sociétés pour des raisons principalement économiques, mais aussi humaines, ou bien en Ukraine, ou encore au Moyen-Orient? Je n'en sais rien, mais quelque chose va finir par céder. Mais alors que Trump se présente comme le Biden 2.0, il semble parier que le statu quo restera inchangé, c'est-à-dire que la guerre continuera comme elle l'a été ces 3 dernières années. Or, même ces 3 dernières années n'ont pas été identiques. La situation a beaucoup évolué. Mais la guerre semble, je veux dire, elle a toujours un peu changé, mais elle semble prendre une forme très différente aujourd'hui, alors que l'Ukraine manque de soldats et d'armes. On voit ces énormes chaudrons se former. Les Russes ne se contentent pas de constituer une grande force à l'arrière. Ils disposent aussi de nombreuses réserves. Que se passe-t-il si non seulement les Européens, mais aussi Trump, s'approprient cette guerre et qu'on assiste désormais à un début d'effondrement? Tous ces grands accords échouent. Toutes ces menaces laissent les Russes indifférents, qui continue d'avancer, et Trump se retrouve embarrassé. Penses-tu, vois-tu désormais une possibilité réelle
d'une guerre directe entre l'OTAN et la Russie. Je pense que nous sommes sur une trajectoire de collision. Je pense que c'est clairement sans ambiguïté. Si vous lisez l'article de Dmitri Trenin, il a été publié par RT en ligne et traduit en anglais. Je veux dire, il dit essentiellement que c'est ce qui s'est passé, que la Russie, qu'on le veuille ou non, est en guerre. Et cela ne change rien à ce qu'ils font. Rappelez-vous, nous avons créé cette fausse dichotomie. Nous, au sein de l'OTAN et des États-Unis, nous sommes les gentils parce que nous sommes une démocratie libérale. Eh bien, c'est une plaisanterie. Notre démocratie est une fraude. C'est l'un des sujets que j'ai abordés dans Versailles sur le Potomac. L'urne est cassée. Vous ne pouvez plus rien changer par le vote. Peu importe pour qui vous votez, vous obtenez toujours le même résultat désastreux. Donc, de toute évidence, la démocratie a lamentablement échoué. Et puis, si vous êtes un autoritaire, vous êtes mauvais parce que tous les démocrates libéraux sont bons. Eh bien, c'est absurde. Parce que si vous regardez l'autoritarisme, du moins en Russie, et je dirais dans plusieurs autres endroits, ces sociétés sont très solides. La société russe est cohésive. La Russie est un succès. Poutine n'est pas en danger d'être renversé. Ce n'est pas ce dictateur faible qui vit dans un état de paranoïa permanente. Tout cela est absurde. Donc ce à quoi cela se résume, si vous êtes russe, c'est ceci. Et les Américains ne comprennent pas cela. Vous ne pouvez pas parvenir à un règlement négocié avec les États-Unis, l'Ukraine, sa marionnette et l'OTAN, à moins de comprendre trois choses. Premièrement, ce qui existe à Kiev est un cancer. C'est une tumeur sur le corps de la Russie. Cette tumeur cancéreuse doit être retirée. Et c'est ce que le président Poutine et ses forces armées font depuis 3 ans et demi, 4 ans. Ils enlèvent la tumeur. Cependant, se contenter de retirer la tumeur elle-même ne suffit pas. Il faut aller jusqu'aux marges lorsqu'on pratique une intervention chirurgicale. Il faut examiner la zone autour, les organes adjacents à l'emplacement de la tumeur. Ils doivent être pris en compte. Il faut les examiner systématiquement, et s'il y a des signes de cancer, eux aussi doivent être opérés et retirés. Eh bien, ce que je veux dire, c'est que on ne peut pas obtenir cela dans un accord avec les États-Unis qui aboutirait à la mise en place d'une marionnette américano-britannique à la tête de Kiev, même s'il ne s'agit qu'un État ukrainien réduit. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, on ne peut pas avoir un État où la CIA, le MI6 et le Mossad contrôlent effectivement tout, ce qui est le cas aujourd'hui en Ukraine. Cela signifie que le président Poutine fait face à la tâche peu enviable de traverser le Dniepr, d'entrer à Kiev, puis éventuellement de descendre jusqu'à Odessa. Et je pense que c'est ce qu'il se prépare à faire. Mais avant d'y aller, ils vont anéantir systématiquement tout ce qui reste de la puissance militaire ukrainienne à l'est du Dniepr. Et c'est ce qui se passe. Ces chaudrons contiennent les derniers vestiges. En d'autres termes, au lieu d'une offensive éclair, cette opération ressemble davantage à un aspirateur. On utilise l'aspirateur à différents endroits pour nettoyer et éliminer l'opposition. Et souvenez-vous, le but de l'opération militaire spéciale a toujours été d'éradiquer et de détruire l'armée ukrainienne présente, à cause de son association avec le régime. C'est presque terminé. Cela va se produire très très bientôt. Et ensuite, ils devront faire ce que j'ai dit. Car si vous ne le faites pas, quel que soit l'accord auquel vous parvenez, vous verrez une reprise du cancer. Même si la tumeur disparaît, dans quelques mois, dans quelques années, le cancer reviendra parce que vous n'aurez pas fait une chirurgie complète. La seule façon d'y parvenir est de traverser cette rivière. Or, nous, aux États-Unis, ne comprenons pas cela. La plupart des Américains ne réalisent pas à quel point la CIA exerce du pouvoir et de l'influence sur tout cela, ni le MI6, ni le Mossad. Si vous allez au Moyen-Orient, vous voyez la même chose se produire aujourd'hui en Syrie,
avec ce corridor qui part d'Israël, longe la Syrie, là où vivent les Druzes, remonte jusqu'à la région kurde, puis finalement jusqu'en Azerbaïdjan. Ce long corridor est conçu pour maintenir le flux de pétrole, de gaz et potentiellement d'autres marchandises vers Israël. Mais il sert aussi à séparer l'Iran de la Russie et à étrangler l'Iran autant que possible. Mieux encore, à le balkaniser en le morcelant. D'où l'intérêt pour une éventuelle invasion de l'Azerbaïdjan dans le nord-ouest de l'Iran. Nous avons donc le même scénario, si vous voulez, que celui qui a lamentablement échoué contre la Russie en Ukraine, qui est maintenant mis en œuvre. Cette situation comporte de nombreuses variables, bien plus complexes que ce qu'ils ont tenté en Ukraine, car on a affaire au reste de l'État islamique qui constitue désormais un nouveau régime djihadiste syrien. Il y a toujours les Alaouites, retranchés dans un coin, qui sont aidés et soutenus par les Russes pour survivre. Et puis, il y a les Israéliens qui continuent de s'étendre. Ils veulent contrôler le bassin versant issu du mont Hermon. Ils veulent contrôler le sud du Liban. Et puis, à l'horizon, il y a la Turquie, qui traverse de graves difficultés économiques. Nous le savons tous. Et c'est probablement dirigé par quelqu'un qui est encore plus habile que Trump pour se vendre. Et il est sur tous les fronts de chaque problème. Il soutient Israël avec du pétrole, du gaz et de la nourriture. Et en même temps, il condamne Israël et prétend être un leader de l'islam. Mais sa situation économique est tellement mauvaise qu'il a peur que tout s'effondre s'il fait quoi que ce soit. C'est la même chose pour Sisi en Égypte. La question est, à quel moment ces questions économiques cessent-elles d'avoir de l'importance? À quel moment cela devient-il un moment émotionnel où les gens disent « Au diable tout ça, il faut se battre ». Je ne sais pas, mais je pense que ce moment approche. Et en arrière-plan, il y a aussi l'Iran, qui fait partie de la ceinture et la route. L'initiative « Une ceinture, une route ». Et ça ne disparaîtra pas. C'est un immense succès. Contrairement à ce que dit le président Trump, les BRICS connaissent un immense succès. De plus en plus de pays veulent les rejoindre parce qu'ils souhaitent échapper à la bombe de la dette. La bombe de la dette, c'est ce qu'ils ont subi de notre part. C'est le but du FMI, de la Banque mondiale, du système SWIFT. Tout est conçu pour transférer notre dette sur eux. Et en matière de dette, on parle de pièges de la dette. Notre activité consiste à créer des pièges de la dette partout où nous allons. Le dollar est presque devenu un virus. C'est pourquoi la dédollarisation est bien engagée. Je ne vois donc pas comment tout cela pourrait se terminer facilement ou bien. La question est de savoir ce qui déclenchera la fin de cette longue phase de rivalité dans l'ombre et si cela aboutira à une guerre totale ou à un effondrement économique et financier complet. Je ne sais pas lequel des deux. C'est là qu'on en arrive. Qu'est-ce qui viendra en premier? Eh bien, voyez-vous une voie réaliste vers un règlement négocié? Parce que les Européens semblent très réticents à réduire la pression sur la Russie, et ils sont aussi très inquiets que l'Amérique quitte l'Europe si la guerre prend fin. Zelensky ne semble pas vouloir d'un accord de paix qui n'impliquerait pas, selon ses propres mots, de continuer à faire du tort à la Russie. Quant à Trump, il paraît plus sincère dans sa volonté de voir la guerre se terminer, mais il n'y a toujours pas d'accord avec lui qui semble être permanent. Il s'agit plutôt de redistribuer les avantages et de poursuivre le conflit d'une autre manière. Je ne sais pas, mais y a-t-il une issue possible ici? Eh bien, il y a toujours des présupposés sous-jacents du côté occidental qui sont faux. Premier présupposé, la Russie est faible, et plus cette guerre dure, plus elle s'affaiblit. Faux. Totalement faux. La Russie est aujourd'hui plus forte que jamais. Sa puissance militaire est supérieure à ce qu'elle était, du moins depuis le début des années 1980. Donc, la Russie ne souffre pas du tout comme nous aimerions le croire. Et Poutine, encore une fois, n'est pas ce dictateur inefficace, vivant dans un état de paranoïa.
mais ce sont les choses que l'on entend dans les médias traditionnels. Vous savez, c'est pour cela que si nous continuons juste un peu plus longtemps, si nous continuons à faire pression, la Russie va s'effondrer, la Russie va s'écrouler. Non, ce ne sera pas le cas. En revanche, nous avons toutes les chances de nous effondrer pour toute une série de raisons que j'ai évoquées ici. Alors la question est, qu'est-ce qui vient en premier? Je n'en sais rien. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'en Occident, les gens continuent de croire à ces absurdités. Quelqu'un a dit, eh bien, nous allons tirer 100 Tomahawks et cela changera la donne pour les Ukrainiens. Mais il ne reste presque plus d'armée. Les quelques personnes qui restent sont, comme vous l'avez souligné, rassemblées et détruites dans ces chaudrons. Je ne vois rien de positif se passer en Ukraine concernant les hommes sur le terrain, armés de quelque manière que ce soit, et tirer des Storm Shadow, des missiles Taurus ou, Dieu nous en préserve, des Tomahawks. Tout cela vise à provoquer les Russes. Et c'est parce que les gens pensent, eh bien, si nous les provoquons et qu'ils nous répondent, nous pourrons vraiment leur faire mal. Vous savez, quelqu'un m'a montré les statistiques sur les défenses aériennes intégrées. Je ne pense pas que je doive dire intégrées. Simplement des défenses aériennes que nous et les Israéliens avons fournies dans la région pour protéger principalement Israël, évidemment. Eh bien, leur efficacité est d'environ 35%. On ne peut pas survivre à des attaques de missiles lorsque seulement 35% des missiles qui vous visent sont détruits. Et c'est pourquoi l'Iran est aujourd'hui dans une bien meilleure position qu'il y a seulement quelques mois. Il dispose désormais de défenses aériennes intégrées, et elles s'améliorent de jour en jour. Et nous savons que les Russes en Ukraine, certainement au cours des 4 dernières années, ont atteint un niveau où 47% de tout ce que les Ukrainiens et l'OTAN leur envoient est arrêté, perturbé ou détruit par les Russes. C'est remarquable. Nous n'avons pas une telle capacité. Donc, quand on commence à parler de provoquer les Russes, quel est votre plan lorsque les Russes ripostent? Vous avez mentionné les Rechniks. Vous savez, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je veux dire, c'est presque comme si vous montiez sur le ring face à un champion poids lourd. Et ce champion poids lourd est nouveau. Il est jeune, il est vigoureux et puissant. Et vous vous considérez comme un champion poids lourd, mais votre titre remonte à 30 ans. Vous n'êtes plus jeune ni vigoureux, et vous n'êtes pas gonflé de muscles, mais vous pensez l'être. Comment pensez-vous que cela va se terminer? C'est un peu comme aller affronter Mike Tyson. Et du côté occidental, c'est l'amateurisme. Nous ne savons pas ce que nous faisons. La rationalité exigerait une approche totalement différente. Et c'est pour cela que les gens ont voté pour Trump. Parce que Trump a reconnu tout d'abord que nous ne pouvons pas continuer à dépenser sans compter. Nous devons nous attaquer aux dépenses. Et il a dit ces choses-là. Maintenant, personne ne veut rien couper. Nous le savons. Mais inévitablement, il faut le faire. Et l'une des choses que nous devons réduire, ce sont nos investissements dans la défense, qui ont été, à bien des égards, de mauvais investissements. Des investissements dans la mauvaise force, une force qui est la mauvaise depuis au moins 35 ans. Et en plus de la mauvaise force, de mauvaises politiques ont produit des troupes moins efficaces, des formations moins efficaces. Nous devons nous attaquer au système de santé. Pour une fraction de ce que nous investissons, les gens en Europe bénéficient d'un système de santé remarquablement bon. Je ne dis pas que c'est parfait, mais il y a toujours des assurances privées et beaucoup de gens investis. Je sais qu'en Allemagne et en Autriche, vous avez encore un assez bon système de santé de base. Ici, c'est cher à en devenir absurde. Donc il faut qu'on s'en occupe. Medicare, Medicaid, la sécurité sociale, on ne peut pas dépenser indéfiniment. Et puis, selon à qui vous demandez, il y aurait au moins 50 millions de sans-papiers et ils bénéficient de soins de santé gratuits. Quel est ce problème?
Qui a eu cette idée? Tout le monde débarque, n'a rien fait, n'a rien payé, et soudain, ils obtiennent tout gratuitement. Et l'Américain moyen qui a cotisé à ces systèmes pendant des années, qu'en est-il? Les gens commencent à comprendre qu'ils se sont fait avoir. Si vous êtes Américain, vous savez que vous arrivez toujours en troisième position dans n'importe quel débat. Et au fait, qu'est-il advenu de la militarisation de la frontière pour vraiment contrôler la drogue et la traite des êtres humains? Parce que cela continue. Certes, l'image est meilleure, on ne voit plus des dizaines de milliers de personnes traversées, mais malheureusement pour nous, dans la plupart des points d'entrée officiels, il y a une corruption énorme. Et les cartels de la drogue disposent de milliards de dollars en liquide pour soudoyer les gens. Ainsi, le trafic de drogue et la traite des êtres humains continuent de se diriger vers le nord, tandis que des camions entiers de liquidités partent vers le sud. C'est incroyable, ce qui se passe. Donc, nous n'avons pas résolu ces problèmes. Mais l'apparence compte plus que tout en ce moment pour les politiciens. Si ça a l'air bien, c'est que ça doit l'être. L'Américain moyen est crédule, mais il ne l'est plus autant qu'avant. Il commence à poser des questions plus difficiles. Donc si l'on regarde la fragilité de notre économie, les fondamentaux sous-jacents ne sont pas bons. Et si quelque chose devait mal tourner à l'échelle de 2008, ce que tout le monde prédit, Jamie Dimon a déclaré qu'il s'attendait à une crise majeure dans un avenir très proche, qui pourrait même être pire que la dépression de 1929. Eh bien, ce sont des paroles assez sombres venant de Jamie Dimon. Ce n'est pas exactement quelqu'un qui crie au feu dans un théâtre. S'il dit ces choses-là, tout le monde devrait être très très inquiet. Et il n'est certainement pas le seul. Ce que je veux dire, c'est que nous nous engageons sur une voie très très dangereuse. Mais comme pour tout le reste, pour beaucoup de gens, tant que cela n'arrive pas, personne n'y croit. Et du côté militaire, entendre quelqu'un comme ce général Donahoe faire ses remarques imprudentes sur l'attaque de l'enclave russe de Kaliningrad est de la folie. Mais il est aligné avec Trump. Tout le monde se livre à des menaces et à de l'intimidation. Je ne le vois pas réussir. Et d'ailleurs, son influence sur la conduite des opérations ukrainiennes a été tout sauf bénéfique, car nous avons réexaminé cela. On dirait que plus on échoue, plus on progresse. J'étais à Kaliningrad l'année dernière, et c'est une région exposée. Mais comme pour toute planification de guerre et toute fanfaronnade, personne ne semble penser au lendemain. C'est-à-dire, jusqu'où la Russie sera-t-elle réellement capable ou disposée d'aller? Vont-ils envahir directement le territoire russe? Autrement dit, les Allemands, les Anglais, les Lettons et les Russes vont-ils rester là pendant que des millions de leurs citoyens se retrouvent sous occupation de l'OTAN et ils vont simplement accepter cela sans broncher? C'est au-delà de l'absurde. Mon impression est qu'ils deviennent déjà moins tolérants envers les libertés que l'OTAN a prises ces dernières années en attaquant la Russie. C'est pourquoi je me demande si cela est réellement tenable, car le statu quo ne va pas rester ainsi. Je pense qu'à mesure que les Russes gagnent en Ukraine, ils seront très attentifs aux possibles escalades de l'OTAN en réaction. Et je ne pense pas que leur premier réflexe sera de se soumettre et de montrer qu'ils ont trop peur de riposter. Eh bien, vous avez remarqué, vous êtes bien sûr au courant des développements récents concernant la Biélorussie et Loukachenko, à savoir qu'il est désormais possible d'être en Biélorussie et de se présenter à une élection en Russie. En d'autres termes, la Biélorussie et la Russie sont de plus en plus étroitement intégrées. Et bien sûr, en échange, Loukachenko a reçu beaucoup d'aide financière de la part de la Russie. Il y a aussi maintenant des armes nucléaires russes en Biélorussie, qui sont contrôlées par des Russes,
mais elles sont là pour le rassurer que son pays est protégé. Je pense qu'en conséquence, vous allez voir une offensive lancée depuis la Biélorussie vers le sud, en direction de Kiev. Et je pense que ça fera partie de la grande offensive qui entraînera la prise de Kiev. Et si je vivais en Lituanie, en Lettonie, en Estonie ou en Pologne, je serais très préoccupé par ces remarques dangereuses que Donohue a faites au sujet de Kaliningrad. Maintenant, je suis la dernière personne au monde à dire que je suis heureux que les Russes soient à Kaliningrad. Je ne le suis pas. C'était un autre cadeau de FDR à Staline. Staline a simplement demandé en passant, « Eh bien, nous sommes à la frontière de la Prusse orientale. Si nous la prenons, pouvons-nous la garder ?» Et FDR a répondu, « Eh bien, bien sûr, pourquoi pas ?» C'est donc devenu très important pour les Russes. Mais ce n'était pas nécessairement dans l'intérêt de l'Occident à ce moment-là que les Soviétiques la conquièrent. Et soit dit en passant, elle était sur la table des négociations pour être vendue par Gorbatchev au chancelier Kohl. Et le chancelier Kohl a fait valoir qu'ils avaient déjà dépensé tant de milliards de marks pour racheter l'Allemagne de l'Est aux Soviétiques à l'époque, qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'acheter la Prusse orientale. Eh bien, il avait aussi des comptes personnels à régler. Il ne se souciait pas de la Prusse orientale parce qu'il venait de la Rhénanie. C'est une autre histoire, malheureusement. Mais il y avait des occasions de faire les choses différemment. Mais le fait est que, maintenant, c'est fait. C'est un fait accompli. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on va faire la guerre. Tout le monde l'accepte, mais apparemment, tout le monde ne l'accepte pas soudainement. Et vous voyez, cela nous ramène à la position dans laquelle se trouvent les Russes. Aujourd'hui, vous dites une chose, demain vous en dites une autre. Que devons-nous croire? Quand saurons-nous que ce que vous dites est réel? Donc je pense qu'à ce stade, Moscou ne croit plus grand-chose de ce que nous disons, nous tous. Ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de se préparer au pire. Et tu sais, Glenn, nous ne sommes pas préparés au pire en Occident. Glenn, we are not prepared for the worst in the West. Oh, I couldn't agree more. I want to have as a last Oh, question of the je ne pourrais pas être plus d'accord. J'aimerais poser une dernière question. Que se passe-t-il avec Zelensky en ce moment? Il semble être un peu tombé de son statut de héros qu'il avait auparavant en Occident. Je veux dire, maintenant, évidemment, tous les médias se sont retournés contre lui. Et puis il y a cette discussion sur le fait que, enfin, des rumeurs du moins, les Américains envisageraient de le remplacer. Même l'UE, qui saluait Zelensky comme s'il était leur roi, a menacé de couper les financements à l'Ukraine s'il ne rentrait pas dans le rang. Comment interprétez-vous cette situation? Est-ce pour redistribuer un peu les cartes, ou est-ce pour préparer le terrain à une possible négociation de paix, ou s'agit-il simplement de mettre quelqu'un de plus obéissant en place? Eh bien, le MI6 aimerait que Zaluzhny prenne la relève et remplace Zelensky. Je suis sûr que nous serions réceptifs à cela, mais ce serait juste une autre marionnette. Ce n'est pas quelqu'un d'indépendant. Ce n'est pas quelqu'un qui va gouverner exclusivement dans l'intérêt national des habitants de ce que deviendra à l'avenir l'État résiduel de l'Ukraine. Je ne vois aucune preuve qu'une tentative de remplacer Zelensky par Zaluzhny serait perçue en Russie comme significative. Encore une fois, comme nous l'avons dit plus tôt, le cancer est là. Il faut l'éradiquer et l'éliminer systématiquement du corps politique en Ukraine. Donc, remplacer Zelensky par quelqu'un comme Zelensky ne signifie rien. Mais oui, je pense que des gens à Washington décident qu'il est probablement avantageux d'avoir quelqu'un d'autre que Zelensky là-bas. Qui sait? Encore une fois, nous n'allons pas abandonner ce jeu d'ingérence, de perturbation et de subversion que nous menons avec nos services de renseignement. Nous opérons partout dans le monde. Nous avons ces entités, ces façades appelées la National Endowment for Democracy et l'USAID. Tout le monde a applaudi lorsque le président Trump a voulu les fermer.
elles sont terribles. Elles sont occupées et dirigées par des personnes qui veulent une révolution perpétuelle. Ce sont des révolutionnaires trotskistes. Elles n'ont rien à voir avec la démocratie libérale. C'est ridicule. Et la CIA, bien sûr, s'en moque complètement. Ces entités sont là pour créer un conflit permanent destiné à renforcer et consolider l'Occident. Le problème, Glenn, c'est que cela ne fonctionne pas et que cela n'a jamais fonctionné. Les choses ne s'améliorent pas dans le monde pour nous. Mais je ne pense pas que le président Trump ait la moindre influence là-dessus. Je pense qu'il y a d'autres figures puissantes. On en revient au 1%. Les milliardaires de Wall Street et des banques de la City de Londres. Ça, c'est un groupe. Il y a un autre groupe que j'appelle les milliardaires néoconservateurs, qui sont des partisans convaincus, qui détestent la Russie. Ce sont des défenseurs acharnés d'Israël. Ils veulent la guerre. Et puis il y a un troisième groupe qui a toujours été là, certainement depuis le début des années 60. Ce sont simplement des bolcheviks réchauffés. Mais il y a des gens comme Soros, qui sont multimilliardaires. Et c'est ce qu'ils sont, et c'est ce qu'ils promeuvent. Balkanisation, bolchevisme, bolchevisation, chaos. Et ils pensent que c'est la voie du succès. Peut-être devrions-nous les appeler des anarchistes. Je ne sais pas comment les appeler. Mais au final, ces gens sont catastrophiques. Et ce sont eux qui dirigent le spectacle à Washington, parce qu'ils ont acheté tout le monde. Donc, selon vous, le mandat démocratique de Trump ou ses promesses électorales n'ont plus aucune importance pour eux désormais. Eh bien, je pense que c'est une question morte. C'est une lettre morte. N'essayez même pas de l'ouvrir. Et il y a le problème Epstein, qui refait maintenant surface. Certains espèrent que l'exposition de la supercherie russe va détourner une partie de l'attention du problème Epstein. Le problème, c'est qu'Epstein n'est pas si unique. Je veux dire, il était en fait un proxénète de haut niveau, avec de nombreux services de renseignement intéressés par ses produits. Le terme moins poli que nous utiliserions à Philadelphie, où j'ai grandi, c'est qu'il est un macro. Il a gagné beaucoup d'argent, et il a aussi été soutenu parce que ce qu'il offrait en tant que proxénète, ou macro, c'était du chantage. Donc, en plus d'intimider les gens, on pouvait aussi les faire chanter. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les soi-disant dossiers Epstein. Je pense que ça traverse les lignes partisanes. Cela a beaucoup à voir avec la quantité d'argent que l'on possédait, et il proposait le produit le plus ancien et le plus attrayant qui soit. Et ça a marché. Et à un moment donné, cela va sortir. Mon commentaire, c'est qu'à Versailles sur le Potomac, l'un des éléments clés qui ont mené à la Révolution et aux décapitations qui ont suivi, c'était la conclusion du peuple français que ceux qui les gouvernaient ne devaient pas les gouverner, qu'ils n'en étaient pas dignes, qu'ils étaient décadents, dégénérés. Ils n'étaient pas seulement oppressifs, ils étaient moralement en faillite. Et Louis XVI a été le dernier de la lignée, parce que les gens lui ont accordé le bénéfice du doute. Or, il s'avère que Louis XVI n'était pas si mauvais que ça. C'était en réalité un homme très bon. Il était simplement inefficace. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Dans ce cas, Louis XVI ressemble à tous les autres. Et je pense que c'est là la grande déception à mesure que nous avançons. Surtout pour ceux qui ont voté pour le président Trump, de découvrir que cet homme n'est finalement pas différent de ceux contre qui nous avons voté. On revient au parti unique. Je pense que beaucoup de gens le voyaient comme le véritable sauveur, quelqu'un qui serait enfin capable de rompre avec le statu quo. Un peu comme l'a dit Elon Musk, c'est l'élection la plus importante. C'est la dernière chance de reprendre le pays. Et maintenant, regardez-le. Non, c'est une grande tragédie. Il semblait avoir identifié presque toutes les erreurs de Washington.
Il affirmait pouvoir les traiter et les résoudre. Et maintenant, il a renforcé les politiques qu'il critiquait autrefois. Donc je suis d'accord. Je pense que ça va avoir des conséquences majeures. Mais oui, merci beaucoup pour votre temps et j'aimerais qu'il y ait plus de bonnes nouvelles en ce moment. Merci encore. Très bien, Glenn. Au revoir.